Alors, bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Je me présente, Mickaël, je suis employé chez Western Digital et basé à Paris. Je serai votre modérateur durant cette présentation qui portera sur les 5 questions à poser à votre revendeur au sujet de la déduplication progressive. Alors, je suis en compagnie de Philippe Guyard, tu es donc Sales Manager dans la division Business Storage Solution chez WD et tu seras notre présentateur. Bonjour à toi Philippe. Alors, durant cette présentation, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par écrit, tapez-la simplement dans la boîte de dialogue et envoyez-la nous. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Philippe. Nous conserverons un peu de temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Effectivement, nous allons faire ce petit webinaire sur 5 questions à poser à votre vendeur au sujet de la déduplication. On va passer en revue tous les tenants et aboutissants, enfin une partie des tenants et aboutissants de la déduplication. Sans plus attendre, donc on va passer sur le premier slide. J'espère que tout le monde voit mon écran. Donc, je ne sais pas si, Mickaël, tu peux récupérer dans les questions. N'hésitez pas à poser vos questions aussi bien sur le produit que sur le webinaire lui-même. Si vous avez des problèmes de son ou de vision, de visibilité, n'hésitez pas à poser vos questions sur la petite interface qui se trouve sur la partie droite du GoToWebinar. Alors dans ce webinaire, on va parler de déduplication vs compression. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de la déduplication par rapport à la compression. Le rôle de la déduplication dans la sauvegarde, qu'est-ce que ça permet d'économiser, qu'est-ce que ça permet d'avoir comme avantage. Déduplication cible ou déduplication source dans la sauvegarde. Ensuite, on verra les stratégies de décomposition par bloc. On verra qu'il y a plusieurs technologies de décomposition de bloc. On verra aussi les avantages de la déduction en fonction de l'application. Et en fin de présentation, on verra la libération des blocs inutiles, qu'est-ce qui génère ce besoin. Alors le rôle de la déduction pour la sauvegarde, il est principalement lié à deux contraintes qui sont réduire l'espace de stockage, donc économiser l'espace de stockage et donc de l'argent, et raccourcir la fenêtre de sauvegarde. Alors c'est le cas pour des PowerPoint quand on fait une déduplication entre fichiers, sachant que si vous avez des fichiers PowerPoint qui sont, c'est le cas dans cette présentation, pratiquement les mêmes, mais on va modifier soit la date de la présentation, soit la personne à qui on doit faire cette présentation. Donc on a une déduplication entre fichiers. Entre machines, c'est le cas d'un travail collaboratif quand on a plusieurs fichiers Word qui sont disons, sur chacune des machines sur lesquelles les différents intervenants qui vont modifier ce fichier peuvent créer leur version à eux. Et puis dans le temps, avec des fichiers d'archives comme des fichiers Outlook.pst, où là vous allez avoir tout l'archivage de vos emails qui vont s'ajouter à la fin du fichier Outlook.pst. Alors les technologies clés pour la déduplication, principalement donc la décomposition en blocs, donc déduplication progressive, c'est ce qu'on utilise. La fenêtre coulissante, donc, qui est une fenêtre qui va permettre de faire une correspondance progressive entre les données qu'on a déjà sauvegardées et les données du fichier qu'on est en train de scruter. Ensuite, il y a une autre technologie qui est nécessaire, qui est la libération des blocs inutiles. Donc on verra le processus en fin de présentation. C'est un processus qui doit être interruptif, mais qui ne doit pas entraver la sauvegarde, avec possibilité de reprise dès que la sauvegarde est terminée pour pouvoir continuer la libération des blocs inutiles. Et puis ça doit être évolutif pour gérer de larges blocs larges zones de blocs uniques. C'est ce qu'on appelle l'UBP, l'unique block pool. Et puis enfin la gestion du hash, c'est-à-dire un mécanisme qui va permettre d'identifier un bloc en étant certain que ce bloc est bien unique et en permettant de le comparer à d'autres blocs pour pouvoir voir si ce bloc est unique ou s'il a une comparaison, s'il a un bloc existant déjà sauvegardé. Et puis on verra que cette gestion de hash doit être évolutive pour pouvoir s'adapter à la puissance et à la taille mémoire des serveurs qui sont quelquefois un peu limités, et puis permettre la gestion du cache sur l'agent côté source.
Alors, type de compression, différentes technologies de compression. Donc, la déduplication est une source, est une forme de compression. On peut faire une compression locale, hein, c'est le cas de la compression fichier ou bloc avec des produits comme WinZip, RAR, JPEG ou MPEG, avec des fichiers, ou sur des blocs donc plus petits que le fichier, ou une compression globale avec des systèmes de fichiers où là on va aller différencier les différents fichiers qui diffèrent par rapport entre deux operating systems. Donc ça c'est très intéressant quand vous avez des machines virtuelles où vous avez plusieurs machines virtuelles qui utilisent le même operating system. La déduplication va vous permettre de ne sauvegarder l'operating system qu'une seule fois, les autres, disons, operating systems qui sont sauvegardés étant identifiés par des pointeurs. Alors la première question à se poser, ou à poser plutôt à votre fournisseur, c'est dédupliquez-vous vraiment? Est-ce une déduplication ou est-ce une compression simple? Alors au niveau de la déduplication en mode bloc, les fichiers sont remplacés par des pointeurs. Donc là on voit que sur votre disque dur, sur le disque source, on a 4 fichiers avec 13 blocs qui sont représentés par des petits carrés de différentes couleurs. Et la déduplication va consister à remplacer tous ces blocs par des blocs uniques qui seront donc dédupliqués, compressés et stockés sur l'UBP, sur l'unique bloc pool. Et donc là, on voit les 13 blocs d'origine qui sont convertis, enfin qui sont stockés sous forme de 5 blocs uniques et 13 pointeurs. Et c'est l'association de ces pointeurs plus les blocs uniques qui va permettre, par un processus de réhydratation, de recréer les 4 fichiers d'origine avec les 13 blocs. Donc cette petite animation me permet de voir là on a fait de la déduplication à la source, puis on a compressé les blocs de manière à ce qu'ils prennent le moins de place possible pour être transférés. Donc on verra après dans le restant de la présentation que effectivement on a plusieurs possibilités de faire de la déduplication, soit on le fait à la source, soit on le fait à la cible. Alors les avantages, disons, de ces deux techniques permettent d'avoir un impact sur le réseau et puis surtout sur le réseau et sur le stockage et puis sur les fenêtres de sauvegarde. Donc là, on voit que si on fait la déduplication à la destination, ce qui va se passer, c'est qu'on va transférer l'intégralité des données sur le serveur de sauvegarde et donc on va occuper de la bande passante. Donc la déduplication à la cible n'est pas très intéressant parce que ça a un impact assez fort sur le réseau. On transfère l'intégralité des données avant de dédupliquer les données. Ça va aussi avoir un impact assez conséquent sur le serveur de sauvegarde puisque c'est lui qui va avoir la charge de dédupliquer les données une fois que toutes les machines auront fait leur sauvegarde sur sa partie stockage. Par contre, si on fait la déduplication à la source, là c'est beaucoup moins contraignant pour le réseau. On obtient toujours un impact important sur le stockage puisqu'on va toujours économiser l'espace de stockage. Par contre, on a deux impacts positifs qui sont un impact positif sur le réseau, on ne transfère que des données dédupliquées, donc ce qui correspond à peu près entre 1 et 3% d'une sauvegarde totale lors des sauvegardes totales successives, donc ils vont suivre la première sauvegarde totale. Et on a une charge répartie, c'est-à-dire que c'est le serveur qui va émettre les données, qui va prendre toute la charge de traitement à son niveau. Et donc le serveur de sauvegarde aura une charge de traitement toute relative, plus faible. Donc la deuxième question, c'est la déduplication. Est-elle réellement à la source ou est-elle à la destination? Alors la décomposition des fichiers, vous avez la possibilité de dédupliquer les données au niveau fichier, c'est-à-dire qu'on laisse les fichiers dans leur intégralité. Ça c'est excellent pour des questions de vitesse, parce que là on a juste à sauvegarder, on va identifier quels sont les fichiers identiques, on va éliminer les doublons, et puis on va garder que les fichiers uniques. Donc là c'est très, très rapide, hein, on a juste à faire un calcul de hash sur le fichier pour voir qu'il est bien unique, et puis on en fait la compression, on le sauvegarde. Par contre, les taux de compression, les ratios de compression qu'on va obtenir sont relativement faibles, dans le sens où, par exemple, si vous avez un fichier PowerPoint,
vous modifiez votre fichier, ou même un fichier Word, vous rajoutez une virgule dans votre fichier, et vous vous retrouvez avec un fichier complètement différent, et vous êtes obligé de le regarder une deuxième fois. Donc, ça aura un impact très négatif. Par contre, si on va, disons, dédupliquer les données au niveau d'un bloc, là on aura une bonne vitesse de sauvegarde, et on aura des taux de compression, des ratios de compression qui seront corrects. Donc, une question à se poser, la troisième, c'est est-ce que je fais ma déduplication au niveau fichier ou au niveau bloc? Est-ce que ce qu'on me propose, c'est bien une déduplication au niveau bloc? Alors, toujours dans la famille, dans l'étape 1, décomposition des fichiers en blocs, là on vient de voir décomposition en fichiers, en bloc fixe. On a deux autres types de décomposition, blocs variables, donc ça c'est des techniques qui sont utilisées par Meta par exemple, ou déduplication progressive. Donc là, déduplication progressive, c'est une technologie qui est utilisée uniquement par Arkia. Et donc ça, c'est deux nouveaux types de décomposition de fichiers. Donne des vitesses correctes pour ce qui est des blocs variables avec des bons ratios de compression et de bonnes vitesses de déduplication avec la déduplication progressive et d'excellents ratios de compression. Donc ça, on va regarder un petit peu dans les slides qui viennent pourquoi on a de bons ratios de compression avec une déduplication progressive tout en ayant une bonne vitesse d'exécution. Donc quatrième question à se poser ou à poser à votre fournisseur, c'est est-on en déduplication à bloc fixe ou progressive, bloc variable, ou mieux? Alors, au niveau de la déduplication, la deuxième étape consiste à, une fois qu'on a décomposé les 13 blocs qu'on a vus dans quelques slides auparavant, on a décomposé, on a 5 blocs uniques, on va faire un calcul, un algorithme de hash, va nous permettre de vérifier que le bloc qu'on est en train de sauvegarder est bien un bloc unique. Donc cette empreinte unique, là, elle est schématisée par des caractères alphanumériques qui vont être son empreinte, l'empreinte digitale en quelque sorte, de chacun des blocs. Les algorithmes, il y en a plusieurs. Là, on utilisait un algorithme de type MD5 qui va coder sur 16 octets chacun des blocs, des 5 blocs qu'on voit ici. Alors, pour faire une petite historique de la déduplication, l'algorithme à bloc fixe a été, disons, le brevet a été déposé par Ron Rivest en 1989. Ensuite, en 1995, il y a un brevet qui a été déposé par la société Rocksoft pour l'algorithme à bloc variable. C'est un brevet qui a été acquis ensuite en 2006 par Adic, puis par Quantum, en juin 2006. Et puis pour ce qui est de l'algorithme de progressif, c'est Andrew Tredgell qui, en 1998, a déposé ce brevet. Puis ensuite, ce brevet a été amélioré ou disons, a évolué avec Cadena System en 2004. Et Cadena System a été racheté par Arkia Software en 2009, ce qui a donné l'optimisation de blocs, la déduplication progressive. Donc ça, c'est un brevet qui a été déposé par Arkia Software à l'époque et qui est connu sous le nom de déduplication progressive, qui est sorti en avril 2011 dans la première version commerciale d'Arkia Network Backup. C'est la première fois que cette technologie-là a été intégrée dans une version commerciale chez Arkia. Alors, fonction du type de déduplication qu'on va utiliser, on a une tolérance plus ou moins bonne à différentes évolutions d'un fichier. Donc quand vous avez un fichier non dédupliqué, donc là on va, ou plutôt déduplication au niveau du fichier, on va avoir une très mauvaise tolérance aux ajouts ou aux modifications. Si on vient insérer un bloc de données dans le fichier, ça crée un deuxième fichier, et là on peut pas avoir on va être obligé de sauvegarder le nouveau fichier. Donc, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, l'insertion, pareil, une mauvaise tolérance. Les taux de compression sont mauvais. Par contre, la vitesse est excellente, ce qu'on vient de voir. Pour ce qui est de la déduplication en bloc fixe, l'ajout ou modification est bien supporté, bien toléré. Par contre, on ne peut pas insérer, disons, un bloc de données dans
dans le fichier, parce qu'on va le voir plus tard, ça va contraindre à re-sauvegarder tout le restant du fichier. Par contre, les technologies à bloc variable ou technologies progressives donnent de bons résultats ou une bonne tolérance à l'ajout, aux modifications ou à l'insertion avec de bons ratios de compression et une vitesse correcte ou bonne pour ce qui est de la déduplication progressive. Alors pour ce qui est du bloc fixe, ben, vous avez un premier fichier qui va être sauvegardé, donc on va tout simplement découper, tronçonner en blocs le fichier d'origine et on va sauvegarder dans un premier temps ces blocs. Si on fait ensuite un ajout à ce fichier, ben, on voit que toute la partie qui a déjà été sauvegardée est déjà connue, donc on va pas la sauvegarder. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontinuer donc le dernier bloc qui est à cheval sur l'ancien fichier, sur l'ajout, va être re-sauvegardé puisqu'il est considéré comme un nouveau bloc. Et puis si on fait une insertion, donc une modification avec insertion de données au milieu, ben là on va voir que les technologies de déduplication à bloc fixe touchent à ses limites parce que ça vous oblige à re-sauvegarder tout le restant du fichier. Donc là, le taux de compression, si vous changez par exemple le titre d'un fichier ou des données sur tout à fait sur le début, sur l'entête de votre fichier, ben vous allez vous retrouver avec des données qui seront re-sauvegardées systématiquement, donc un très mauvais taux de déduplication. Alors, technologie à bloc variable, là on va voir qu'on on fait la première sauvegarde, effectivement, on va voir qu'on a de meilleurs résultats pour ce qui est de l'ajout ou de l'insertion. On va voir pourquoi. Donc là, vous faites la première sauvegarde, vous voyez que la taille des blocs est variable. Donc on va aller chercher des caractères spécifiques pour déterminer la taille de ces blocs variables. Si on fait un ajout, eh ben on va, de la même manière que pour les blocs fixes, ne pas sauvegarder le début du fichier puisque c'est des blocs qui sont déjà connus. Et on va commencer à re-sauvegarder les données à partir du moment où on va toucher à une partie, la partie qu'on a rajoutée, qui se trouve sur le bas. Donc là, on va voir que voilà, toute cette partie-là est nouvelle. Donc là, si c'est nouveau, on le re-sauvegarde. Vous voyez qu'il y a une petite partie qui est sauvegardée alors qu'elle était déjà connue. Parce que simplement, l'ajout a décalé la fin du dernier bloc. Là, on vient insérer un fichier. Voilà, donc là, on a décalé la fin de bloc. Donc toute cette partie-là étant nouvelle, on va la sauvegarder de nouveau. Et la partie finale du fichier, qui est déjà connue, ne sera pas sauvegardée. Alors comment on détermine à quel moment on va, dans la déduplication en bloc variable, à quel moment on va découper le fichier? On fait une première étape, on va faire une fonction de hachage polynomial qui va permettre de faire une recherche dans le fichier d'une suite de caractères. Donc là, on va rechercher 3 zéros contigus et c'est cette succession de 3 zéros qui va déterminer la fin du bloc. Donc dès qu'on a trouvé sur la partie, les 3 colonnes de droite, 3 zéros contigus, on va déterminer qu'on est arrivé à la fin du bloc. Donc c'est ces 3 zéros qui vont déterminer la taille de chacun des blocs. Pour ce qui est de la déduplication progressive, on est dans un genre de mixte entre déduplication à bloc fixe et déduplication à bloc variable. Pourquoi? Parce que la taille des blocs est fixe, c'est une fenêtre coulissante qu'on fait décaler sur, un petit peu comme la technologie à déduplication à bloc variable. Simplement, la taille des blocs est plus grande, elle est fixe et elle est fonction du type de données. Donc là, on fait la première sauvegarde, on va identifier et les blocs, puisque tous ces blocs sont nouveaux, puisque c'est la première sauvegarde. À la fin, sur la partie finale, vous voyez qu'on a un overlap, donc le 3e et le 4e bloc, il y a une partie qui est avec un genre de recouvrement. On va rajouter au fichier, comme pour les autres technologies, une partie, donc une nouvelle donnée. Et on voit que cette partie-là, on va avoir un nouveau bloc, et puis il y a toujours ce petit overlap qui permet de sauvegarder l'avant-dernier et le dernier bloc.
Et pour l'insertion, bah, vous allez voir qu'on a une technique qui nous permet d'avoir des résultats meilleurs qu'avec une technologie à bloc variable, parce que si on va sauvegarder ces deux nouveaux blocs comme étant des nouveaux blocs puisqu'on a inséré des données, bah, par contre tout le restant du fichier étant déjà connu, on ne va pas le re-sauvegarder. Donc on voit tout de suite que l'impact de la zone bleue, qui est connue, est plus importante que la zone orangée. Donc on a de meilleurs résultats avec la déduplication progressive en cas d'insertion que les autres techniques. Alors pourquoi la déduplication progressive est-elle supérieure aux autres technologies? Bah, elle compresse mieux parce que la taille des blocs s'adapte en fonction des applications. Donc plus vous aurez une application qui demande des tailles de blocs fines, plus on aura de blocs, et puis meilleur sera le taux de déduplication. Par contre, plus on aura une application où on n'a pas besoin d'avoir des petits blocs, mais plutôt des grands blocs du style, par contre, quand on a des VM ou des choses comme ça, ou des operating systems, on a besoin de petits fichiers, ce genre de choses. Mais on va adapter la taille des blocs en fonction du type d'application qui a permis de créer les fichiers. Donc la fenêtre coulissante qui va permettre de fixer la taille déterminer les blocs, elle connaît tous les emplacements de frontières, et donc du coup ça lui permet d'être plus efficace et plus rapide. Dans la technologie à bloc variable, par contre la frontière est fixée à des endroits arbitraires, puisque en fonction de l'endroit où se trouve la séquence des 3 zéros qu'on a vu comme exemple tout à l'heure, et ben la taille des blocs variables peut changer, et donc du coup influencer sur la partie calcul qui va permettre de générer, qui va permettre de sauvegarder ou pas certains blocs. C'est plus rapide également parce que les blocs sont de taille fixe qui sont connus. En fonction du type de fichier, ben, on sait dès le départ si c'est des blocs de 1K ou de 64K ou entre les deux. Dès qu'on a des données connues, on le sait parce qu'il y a un marqueur sur le fichier, on va dédupliquer les données comme si c'était des blocs fixes. Par contre, la fenêtre puissante ne fonctionne que si on a de nouveaux fichiers ou quand on a une insertion dans un nouveau fichier. Donc ça permet d'être très rapide quand on connaît les données, et par contre d'aller un petit peu plus doucement, mais d'attacher plus d'importance à la partie déduplication quand on a des nouvelles données. Pour les nouvelles données, la déduplication progressive donc, utilise la correspondance progressive, donc cette fenêtre coulissante, et on va faire un calcul de hash dans un premier temps avec une correspondance, on va chercher une correspondance probable avec un algorithme léger, calcul de parité ou autre, et puis après on va faire un calcul de hash très puissant pour confirmer la correspondance des blocs qu'on a identifiés. Alors comment les blocs dédupliqués et inutiles sont-ils créés? C'est très simple, vous avez vos fichiers, vos fameux 13 blocs qu'on avait dans un slide précédent. On va aller supprimer un fichier, le fichier B. Donc là, on voit que ça n'a pas d'impact sur l'UBP, c'est-à-dire sur la partie qui se situe à droite. On va supprimer un deuxième fichier, toujours pas d'impact sur le BP. Alors pourquoi? Parce que simplement, quand on regarde dans l'UBP, on a les 5 fichiers, les 5 blocs uniques, et ces 5 blocs uniques se retrouvent dans la partie, donc vous voyez le fichier, le bloc rose, le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Par contre, dès qu'on va supprimer le fichier D, les blocs uniques qui ne sont plus nécessaires, là on voit qu'on n'en a plus que 2 qui sont nécessaires, sont supprimés de l'UBP. Donc c'est ce mécanisme qu'on appelle le bloc optimisation qui va permettre de libérer de l'espace sur la partie stockage des sauvegardes. Alors maintenant, ce recyclage des blocs inutiles, on a 2 méthodes principales pour les recycler. La première méthode est une méthode programmée, donc là on a une fenêtre. Alors chez certains constructeurs, ça s'appelle une black window, c'est-à-dire une fenêtre pendant laquelle on ne pourra pas faire de sauvegarde. Donc là, cette black window peut aller jusqu'à entre 8 et 12 heures par jour. C'est une fenêtre pendant laquelle vous ne pouvez pas faire de sauvegarde. Donc on voit que l'espace qu'on va utiliser, l'espace disque qu'on va gaspiller, est fonction de cette fenêtre de sauvegarde, et puis elle est fonction de, disons, de tout un tas de paramètres, de l'efficacité de la déduplication. Mais elle est principalement fonction de la fenêtre de maintenance. Donc c'est cette fenêtre pendant laquelle on va attendre cette maintenance pour pouvoir libérer de l'espace. Donc l'idéal, c'est d'avoir une maintenance, un recyclage des blocs continu
en tâche de fond. Et ça, c'est une technologie donc, qui permet de libérer l'espace en permanence. Dès qu'on a ce qui n'est plus utile sur l'espace sauvegardé sur disque, et ben, on a une tâche de fond qui va aller libérer de l'espace. Et c'est disons, ce recyclage des blocs inutiles en tâche de fond qui permet d'avoir un espace disque gaspillé beaucoup plus faible que quand on a une fenêtre programmée de 8 heures ou 12 heures par jour. C'est cette technique-là qu'on utilise chez Arkea pour faire de la libération des blocs inutiles en continu. Cette version-là sera disponible, est disponible ce mois-ci avec la nouvelle version qui sort, qui sera la 10.2.10, je crois. Donc, 5e question à se poser, combien d'espace disque est nécessaire pour superviser le recyclage de blocs inutiles et pour superviser la fenêtre de maintenance programmée. Alors maintenant, je vais faire une petite présentation de Western Digital, où se situe Arkea, les solutions de sauvegarde Arkea dans le groupe Western Digital. Alors, Western Digital est connu dans le monde entier, depuis 1970, c'est une société qui fabriquait des contrôleurs disques, et puis en 1988, a commencé à fabriquer des disques durs, est devenu depuis 2 ans le numéro 1 mondial des disques, avec à peu près 42% de part de marché. En 2007, une division Consumer Products a été créée, donc la division Branded, qui est devenue rapidement le numéro 1 mondial de cette division, de cette activité. Donc c'est une division qui produit les MyCloud, MacBook Live, tous les petits disques externes, MyPassport Ultra. C'est des produits qui sont très répandus, très connus, que vous trouvez dans tous les grands supermarchés, à la Fnac ou autres. Et en 2011, Western Digital a créé une entité qui s'appelle BSS, Business Storage Solutions. C'est cette division-là qui a racheté en décembre 2012 Arkea. Et cette division donc, qui a été créée en 2011 fabrique principalement 3 lignes de produits. Donc c'est cette division-là dans laquelle je me trouve, enfin je travaille, ainsi que Michael. Donc la première partie dans cette division BSS, la première gamme de produits, c'est une gamme de produits NAS, donc du stockage réseau, avec la gamme X-Series, donc produits desktop et produits rackables. Ensuite, on a la gamme S-Series, qui est une gamme de serveurs qui tourne sous Windows 2012. Et puis la troisième entité est l'entité Arkea, c'est-à-dire toutes les solutions de sauvegarde, que ce soit des solutions logicielles, des appliances physiques ou des appliances virtuelles. Donc c'est cette troisième entité-là qui possède cette fameuse déduplication progressive dont on vient de parler. Donc le groupe lui-même, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires avec une croissance constante depuis plus de 30 ans. Pas loin de 100 000 employés dans le monde, 6 000 brevets actifs, et 1 milliard de dollars d'investissement en R&D, avec l'acquisition, donc comme je l'ai dit, en décembre 2012, d'Arkea Software. Alors Arkea, c'est très connu dans le monde Linux, peut-être un petit peu moins dans le monde Microsoft, mais c'est une société qui a été créée en 1996 et qui a émis la première version commerciale en 1999, qui a créé ses premiers appliances physiques en 2007 et les premiers appliances virtuelles en 2008. Donc avec des technologies clés pour la sauvegarde rapide, telles que la déduplication progressive, qui est brevetée, le multiflow. Pour rappel, on peut sauvegarder avec Arkea plus de 200 serveurs en parallèle avec le même job. Le seed and feed, donc qui permet d'externaliser des données pour faire de la réplication dans le cloud, et la réplication sur disque, sur bande ou sur le cloud. Les technologies clés pour faciliter son utilisation, c'est un navigateur web qui permet de piloter le serveur de sauvegarde de n'importe quel navigateur, un navigateur temporel qui vous permet donc de faire des restaurations en allant sélectionner avec un curseur le jour où vous avez fait vos sauvegardes, sélectionner le fichier que vous avez perdu, que vous voulez restaurer. Donc c'est un navigateur temporel qui est vraiment extrêmement puissant et qui permet d'aller très très vite pour pouvoir faire des restaurations. Le support de plus de 240 plateformes physiques et la majorité des environnements virtuels.
Pour la technologie clé pour son faible coût de possession, donc ça c'est aussi un des gros avantages d'Arkia, compatibilité du serveur avec toutes les versions précédentes, donc pas besoin de mettre à jour les agents quand on change de version de serveur de sauvegarde, solution unique pour environnement physique ou virtuel, solution avec agent illimité fourni avec le bundle de base. Donc quand vous achetez maintenant un bundle de base, vous avez un nombre d'agents fournis illimité. On va vous juste, disons, quantifier le nombre de téraoctets que vous voulez sauvegarder pour pouvoir définir le coût de la configuration. Le serveur de sauvegarde permet d'être piloté, donc comme je l'ai dit, par une interface, par un navigateur web, mais il permet d'être piloté également en mode ligne de commande. Donc, un simple console permet de lancer des scripts de pré-backup, des scripts de post-backup, lancer vos sauvegardes, lancer des arrêts marche de base de données, enfin, permet de gérer tout un ensemble de process simplement par des scripts. Il permet de piloter plus de 600 lecteurs de bandes, de disques durs, de librairies de bandes ou de cloud. Au niveau d'installer 2 serveurs de sauvegarde avec possibilité de se répliquer. Vous avez 2 sites, un site A, un site B. On a la possibilité de faire des sauvegardes sur le site A, les répliquer sur le site B et vice-versa. Possibilité de déployer le serveur de sauvegarde sous forme logicielle. Donc là, vous avez un serveur sous Linux. On va aller installer le serveur sur ce serveur Linux et pouvoir ensuite déployer les agents sur les postes clients ou sur les autres serveurs pour pouvoir en faire la sauvegarde. Possibilité de le déployer sous forme d'appliance physique. Donc là, on a des appliances qui sont disponibles de 2 à 24 téraoctets utiles. Et avec la nouvelle gamme, on peut même monter jusqu'à 40 téraoctets de données stockables sur le disque dur de l'appliance. Et l'appliance virtuelle, donc là, qui permet de sauvegarder l'ensemble d'un hyperviseur et de CVM sans déployer un seul agent sur les VM. Possibilité de sauvegarder des clients alors en mode avec des agents installés dessus. C'est à ce niveau-là qu'on va installer un agent avec le moteur de déduplication. Donc là, vous avez X machines qui sont installées sur votre réseau. Donc vous déployez vos agents dessus, alors sauf dans le cas où on a de la virtualisation, mais si c'est des machines physiques, vous déployez un agent, et c'est cet agent qui va dédupliquer les données pour les sauvegarder sur le serveur de sauvegarde. Là, on supporte à peu près toutes les plateformes du marché, tous les Linux, tous les Windows, les Macintosh depuis la version 10, toutes les machines Unix, NetWare et autres. Donc en gros, pratiquement toutes les machines du marché, sauf l'AS400. Possibilité de sauvegarder à chaud, donc toutes les bases de données, les applications, serveurs de répertoire, donc qui sont listés là. La possibilité aussi d'installer des agents hyperviseurs. Dans le cas d'Hyper-V, par exemple, on installe un agent sur un hyperviseur, donc Hyper-V 2008-2012, et ça va permettre de sauvegarder toutes les VM qui sont installées sur cet hyperviseur. Et dans le cas de VMware, c'est encore plus simple puisque on installe l'agent sur le serveur de sauvegarde et on n'a aucun agent à déployer ni sur les hyperviseurs ni sur les VM, et ça va permettre de piloter, de sauvegarder directement les VM en passant par, là dans ce cas-là, par le vCenter ou directement par un ESX. La déduplication, donc on vient d'en parler, l'encryption, donc on encrypte les données de manière à ce que les données sauvegardées circulent sur le réseau encrypté. Et le disaster recovery qui lui permet de faire une fonctionnalité qui est du type bare metal, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder en mode image l'intégralité des données qui sont sur le disque dur d'un serveur, en sauvegardant l'operating system, les applications, les datas, et ce qui permet ensuite de restaurer l'intégralité des données si jamais on a un disque système déplacé. Voilà, j'ai fini cette petite présentation. J'espère que vous avez, disons, que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors soit à les poser directement maintenant, Mickaël me les relaiera, soit m'envoyer un email à philippe.guyard@
wdc.com. Je vais vous envoyer, si ça vous intéresse, une copie PDF de cette présentation, comme ça vous permettra de la regarder, disons, au calme. Donc, Mickaël, est-ce que tu as des questions? Alors oui, alors j'ai jusque-là 2 questions. Alors, quel espace de stockage la déduplication progressive permet d'économiser? Alors, la déduplication progressive, ça dépend un petit peu, ça dépend un peu du type de données qu'on va sauvegarder. Globalement, on estime que sur des données de production, on va permettre d'économiser à peu près 90% de l'espace de stockage sur 6 mois. C'est-à-dire que si vous faites des sauvegardes sur disque, sur 6 mois, vous avez besoin de 100 Tera, et la déduplication progressive permettra d'en économiser 90 Tera. Et donc, vous divisez par 10 les investissements nécessaires en l'espace de stockage. Mais encore une fois, ça dépend des données qu'on sauvegarde. Dans le cas, par exemple, de base de données, dans le cas de machines virtuelles, on a des taux de compression qui sont nettement plus importants que dans le cas où on va sauvegarder des fichiers images, des fichiers TIFF, des fichiers JPEG ou des fichiers déjà fortement compressés. Alors, j'ai une seconde question. Alors, combien coûte la déduplication? Alors, bonne question. Alors, la déduplication, depuis l'été 2013, est incluse de base dans le source volume pricing. Le source volume pricing, c'est une méthode disons, de chiffrage au volume, c'est-à-dire qu'on calcule le nombre de téraoctets à sauvegarder. Si vous avez 1 téraoctet, on va vous communiquer un tarif qui correspond à 1 téraoctet de données à sauvegarder. Quel que soit le nombre de sauvegardes que vous allez effectuer, ça sera toujours 1 téra de données à protéger. Et dans cette nouvelle tarification, la déduplication est incluse gratuitement. Donc, en ce qui concerne Arkéa, dans toutes les tarifications depuis juillet-août 2013, cette déduplication est incluse, est offerte. Ok, très bien. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va clôturer là le webinaire. Alors, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Dans le cas où vous voulez revoir un passage de la totalité du webinaire, de la présentation, nous vous enverrons un lien ultérieurement par email. Voilà, merci à tous, merci à Philippe et merci aux participants. Merci à tous, bonne journée et j'espère à très bientôt.